On a vu que l'importance de la séparation des pouvoirs permet de distinguer trois régimes démocratiques: le régime présidentiel, le régime parlementaire et le régime mixte. Dans cette vidéo, on présentera les caractéristiques des régimes parlementaires. Cette présentation relève de l'idéal type. Pour Max Weber, l'idéal type est une construction intellectuelle qui a pour but d'expliquer la réalité. On simplifie alors la réalité. Certaines caractéristiques qui paraissent essentielles sont mises en évidence, d'autres sont oubliées. Mais on ne va jamais dans la réalité trouver un régime démocratique tel qu'il est présenté dans l'idéal type. Ainsi, on va présenter les principales caractéristiques du régime parlementaire, en ayant bien à l'esprit qu'aucun régime politique ne correspond totalement à ce modèle dans la réalité. L'exemple le plus connu d'un régime parlementaire est le Royaume-Uni. La caractéristique principale d'un régime parlementaire est la séparation souple des pouvoirs. Ainsi, il y a un équilibre entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Même si les deux fonctions, législatives et exécutives, sont confiées à deux organes différents à titre principal, chacun des organes peut intervenir à titre secondaire dans l'exercice de la fonction de l'autre organe. Il y a aussi une dépendance réciproque entre les pouvoirs exécutifs et législatifs. Chacun dispose à l'encontre de l'autre d'une arme qui peut être fatale au niveau politique. Quelles sont alors les institutions qui détiennent les différents pouvoirs et quels sont leurs domaines? Commençons par le pouvoir exécutif. La spécificité du régime parlementaire est que l'exécutif est bicéphale, il a deux têtes. D'abord le chef de l'État. Sa légitimité démocratique est moindre car il n'est pas élu au suffrage universel. Ce chef de l'État peut être un monarque ou un président de la République élu par le Parlement. Ensuite, le chef du gouvernement ou Premier ministre. C'est le chef du parti qui a gagné les élections. Il a donc une légitimité démocratique. Quelles sont alors les fonctions de chaque membre de l'exécutif? Le chef de l'État a peu de pouvoir politique. Son rôle est symbolique. Il représente la nation et l'identité du pays. Il est dit irresponsable, puisqu'il n'est pas responsable des actes du gouvernement. Le chef du gouvernement, au contraire, endosse la responsabilité de l'ensemble des actes de l'exécutif, y compris des actes du chef de l'État. Il dirige aussi l'action du gouvernement en mettant en œuvre la politique nationale, et il est à l'initiative de lois. Étudions maintenant le pouvoir législatif. Il y a deux chambres. On parle de bicamérisme. La première chambre est la chambre basse, élue au suffrage universel direct, ce qui lui donne plus de légitimité que la deuxième chambre, la chambre haute, élue au suffrage universel indirect ou nommée, par exemple la Chambre des Lords au Royaume-Uni. Le Parlement dispose du pouvoir législatif. Il propose, amende et vote les lois. Il vote aussi le budget de l'État. Chaque chambre a aussi sa spécificité. La chambre basse débat et vote les lois, alors que la seconde chambre, ou chambre haute, est un modérateur. Cela permet d'avoir une réflexion avant l'instauration des lois. Le pouvoir judiciaire a alors une place importante, puisqu'il est indépendant des pouvoirs exécutifs et législatifs. Quelles sont alors les relations entre le pouvoir exécutif et le pouvoir législatif dans un régime parlementaire? Même si les pouvoirs législatifs et exécutifs ont des compétences et des champs d'action distincts, chaque pouvoir dispose de moyens d'action à l'égard de l'autre. Le Parlement a un pouvoir de contrôle du gouvernement grâce aux commissions et aux questions orales. La Chambre basse a, quant à elle, deux moyens d'action sur le gouvernement. Premièrement, les membres du gouvernement sont le plus souvent choisis parmi les parlementaires. Ensuite, le gouvernement est responsable devant elle et doit remettre sa démission s'il ne dispose plus d'une majorité. L'exécutif a aussi des moyens d'action sur le Parlement. Il ouvre et clôture les sessions parlementaires.
Il a un droit d'entrée et de parole devant les chambres. Surtout, il peut dissoudre la chambre basse. Quels sont les intérêts et les limites d'un tel régime démocratique? Le premier intérêt est que les deux pouvoirs législatifs s'équilibrent. Législatif et exécutif s'équilibrent. Deuxièmement, le peuple a un rôle d'arbitre en cas de nouvelles élections après la dissolution de l'Assemblée. Cependant, ce régime démocratique a aussi des limites. Les gouvernements sont instables du fait du risque de censure. Il y a donc des difficultés à mener une politique à moyen terme, car la composition du gouvernement varie en fonction des coalitions.